Eh bien, bonjour Bress Denis. Bonjour. Merci de répondre à ces quelques petites questions pour les mémoires de l'ufologie française pour les générations à venir. Donc, première question, depuis quand vous intéressez-vous aux ovnis? Moi je suis né en 1958. J'étais en région limoise et je m'y suis intéressé, on va dire. Le milieu et les phénomènes déclencheurs, c'était la vague de 73 avec les émissions de Jean-Claude Bourret à la radio. Voilà, donc on peut dire que c'est dans ce milieu-là que je suis venu à un intérêt pour la chose ufologique. Avez-vous observé quelque chose d'insolite? Oui, à l'époque, mais enfin, même au plus fort de mon activité ufologique, j'ai jamais ni fantasmé là-dessus, ni attaché d'importance. Lors d'une soirée en extérieur, oui. Disons, au proche de la nature, j'ai observé quelque chose, mais avec un indice d'étrangeté trop faible pour qu'on puisse en dire quelque chose. Donc je ne qualifierais même pas d'ovni. Même si peut-être à l'époque, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Disons, un déplacement. Enfin, je vais reconstruire, donc je pense que je serai faux, mais disons, il y avait un déplacement d'une lumière dans le ciel à distance, peut-être un peu irrégulier, mais ça prêtait pas beaucoup. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Dès lors que vous avez donc entendu les émissions de Jean-Claude Bourret jusqu'à présent, quel a été votre parcours ufologique? Alors mon parcours ufologique est en sommeil depuis très longtemps. J'ai regardé tout à l'heure mes dossiers, mais disons depuis 96, je ne me qualifierai plus d'ufologue. Disons que je me tiens au courant un petit peu de l'information. Je participe encore de façon très ténue à des réseaux de discussion, mais je ne suis pas actif. Donc j'ai été actif principalement, on va dire, entre 79 et 96 avec au cœur de l'activité existait un réseau d'ufologues en région parisienne où nous avions des réunions régulières à la fois thématiques pour nous interroger sur ou travailler avec des experts de tel ou tel domaine sur des points très particuliers d'ufologie. Je me souviens de très longues discussions et de réunions de travail avec Jacques Corneau, Jacques Mauger par exemple, sur les questions des indices que l'on allait pouvoir affecter à des cas pour les coder, indices d'étrangeté par exemple. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Moi-même j'ai travaillé pas mal dans le cadre du projet Bécassine sur qu'est-ce que c'est qu'un indice d'information sur un cas ou un témoignage, de façon à essayer de trier un petit peu sans parler de la validité du contenu des récits. Simplement, est-ce que le récit est potentiellement informatif? La question étant, si potentiellement le récit n'apporte pas beaucoup d'informations, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer du temps, de dépenser de l'énergie dessus? Donc l'idée c'est si j'ai 1000 cas par exemple, sur lesquels est-il utile ou indispensable ou prioritaire de concentrer l'effort de recherche, d'analyse, etc., de documentation. Donc je me souviens de recherches absolument passionnées là-dessus. Alors je vais citer des noms qui vont faire bondir, mais il y avait aussi des gens comme Monnery qui étaient proches, on va dire, ceux qui ont été appelés après je sais plus, hein, les nouveaux ufologistes ou les anti-ufologues ou je ne sais pas. Bon, je me suis jamais vraiment positionné moi par rapport à ça, c'est-à-dire que on est toujours positionné par les autres. J'avais un regard qui était à la fois empreint de curiosité avec un souci de méthode. Et je pense que chaque fois que des gens ont des choses intéressantes à dire, il ne faut pas trop s'intéresser à ce qu'ils ont, à pourquoi ils le disent, mais à l'information qu'ils donnent. Voilà, donc ce groupe, il y avait à l'époque aussi un certain nombre d'événements internationaux. Je me souviens de conférences franco-britanniques, par exemple. On en avait fait une à Brighton, je crois, à laquelle j'avais participé. Et puis il y en avait une dans les locaux de la Sobeps aussi, à Bruxelles. Où j'ai eu le plaisir de rencontrer Hilary Evans, par exemple, ou Jenny Randles, et puis
Franck Boite et d'autres personnes qui sont pour certains encore actifs, ou Ballester Olmos. Personnellement, donc dans ce cadre-là, j'ai commencé en 85 à lancer un projet qui, à titre tout à fait individuel, mais en échangeant avec un réseau comment dire, de correspondants, un projet qui s'appelait Bécassine. Alors Bécassine, le choix est volontaire, c'est-à-dire que toutes les bases de données ou analyses statistiques sur les ovnis à l'époque, ça s'appelait, je sais pas, ResUFO, enfin il y avait de l'UFO partout, et puis avec des noms qui faisaient très très sérieux. Donc en prenant Bécassine qui voulait dire bibliothèque d'études des cas sur je sais plus quoi, identifié ou non, ça permettait quand même de montrer qu'on se prenait pas trop au sérieux quand même, ça n'empêchait pas de faire les choses proprement. Et Bécassine était consacré au codage et à l'analyse des récits relatifs au phénomène OVNI, sous réserve que l'on témoigne de la présence d'entités que l'on rattachait à un contexte OVNI, ou que quelqu'un rattachait à un moment donné à un contexte OVNI. Voilà. Donc c'était la base de sélection des cas, donc il fallait qu'il y ait des bonshommes, des silhouettes, ou des robots, etc. Et qu'il y ait des ovnis, soit décrits physiquement par le témoin, soit, par exemple, il y avait dans la base des cas d'apparition mariale, ou qui auraient été catalogués, ou qui ont été catalogués comme apparition mariale, ou bedroom visitors, par exemple, mais qui, par certaines sources, par exemple, étaient rapprochés du phénomène OVNI. Donc c'était très marginal dans la base, mais ça intégrait la base. Voilà, donc je pourrais en dire un peu plus sur le projet si ça vous intéresse, oui. Mais l'idée c'était ça, et donc ce projet a duré de manière active 11 ans au cours desquels j'ai documenté des cas, j'ai mis au point une méthode de codage de manière itérative, et puis en intégrant toutes les réflexions collectives qui se faisaient à l'époque sur cette problématique de codage. Aujourd'hui le problème est complètement différent, serait complètement différent. Et puis de l'analyse, avec entre autres un objectif, c'était une grande question dans la communauté scientifique à l'époque, la discernabilité. La discernabilité, il y a eu pas mal d'articles intéressants, c'est est-ce qu'il y a dans les récits, dans les témoignages, dans ce qui reste après qu'un ovni ait été vu, des choses, des traces qui permettent de dire que les cas ovni se distinguent des cas identifiés. Alors on sait que l'identification c'est quelque chose de très subjectif, parfois, l'explication. On sait que dans tout... Alors c'était parti de... Excusez-moi, je suis très désordonné. C'était parti d'un constat progressif des ufologues au fil des années 50, 60, 70. Ils avaient des milliers et des milliers de cas, et puis il y avait du debunking, et puis les debunkers cassaient les cas les uns après les autres, parmi les plus solides, etc. Des cas s'avéraient être des fraudes, des mystifications, ou des explications banales. Et puis les ufologues, on va dire plutôt traditionnels, je pense, pouvaient craindre que finalement à la fin ces milliers de cas se réduisent à plus rien puisque tout aurait été expliqué. Et donc la question était, est-ce que dans une base de données de cas, même s'il y en a 80, 90, 95, 99% qui sont expliqués, est-ce qu'il y aura du résidu non expliqué qu'on pourra rattacher à une explication, on va dire, étrange ou non conventionnelle? Et donc Bécassine se posait la question de cette manière-là. Est-ce que si je prends un ensemble de cas, parce que Bécassine rassemblait à la fois des cas dits expliqués et des cas dits non expliqués, est-ce que si je les analyse séparément, je trouve des patterns, des faciès de cas, des descriptifs qui sont pour certains des paramètres, certaines des variables distinctes. Auquel cas ça prouve rien, mais c'est au moins on a avancé d'une brique, d'un pas. Il y a deux possibilités, donc soit on ne les distingue en rien, auquel cas je pense que ça fait quand même pencher la balance pour dire il n'y a même pas de résidu et tout se ramène à de l'expliqué ou de l'explicable. Et s'il y a différence, voilà, on avance d'un cas. En ufologie, je crois qu'on n'a jamais fini. C'est pour ça que c'est intéressant.
Et donc si ça se distingue, ben, ça peut se distinguer pour des tas de raisons, et donc il faut avancer dans l'analyse. Des raisons qui sont liées au phénomène, au stimulus lui-même, ou des raisons qui sont liées au recueil d'informations, au traitement de l'information, au témoignage, etc., ou à des facteurs exogènes. Et Bécassine donc souhaitait attaquer le problème par cette facette-là. Donc c'est une facette d'ufologue de bureau. Bon, ça nécessite d'être ancré dans le terreau de l'ufologie par le biais de qu'est-ce que c'est qu'un récit, quelles sont nos histoires, si j'ose dire, et aussi dans l'histoire de l'ufologie pour éviter de commettre les erreurs qui ont été commises par d'autres. Et ça nécessitait quelques moyens informatiques et puis sans doute un peu de méthode scientifique pour travailler à la fois au codage et à l'analyse. Et bon, par ma formation, c'est quelque chose qui m'intéressait et dont je me sentais capable. Et où en est le projet Bécassine actuellement? Donc Bécassine s'est arrêté, alors il n'est pas mort, il est en sommeil comme la Belle au bois dormant. Hein. Mais donc, il est sur papier ou il est numérique? Bécassine, tout à l'heure je pourrais vous montrer un gros carton qui est pas loin. Tout à l'heure j'ai rouvert, enfin j'ai dans ma maison 2 grandes armoires de livres informatiques et au garage beaucoup de dossiers supplémentaires. Bécassine, c'était à la fois des fiches manuscrites qui existent toujours sur papier, dans lesquelles j'annotais en mettant toutes les sources, les récits, les témoignages, etc. Que je recueillais. Et puis Bécassine, ça a été, on va dire, motivé par la naissance de la micro-informatique. J'étais le possesseur à la naissance de Bécassine d'un Amstrad CPC 464. Alors vous savez peut-être pas ce que c'est, mais c'était un magnifique ordinateur dont le clavier était noir, rouge et vert. Et Bécassine a été d'abord développé là-dessus, avant de migrer sur des supports, disons, un petit peu plus efficaces. Mais Bécassine a été très conditionné, bien entendu, par les moyens informatiques de l'époque, enfin à la disposition d'un ordinateur individuel. Et c'est la raison pour laquelle j'avais limité le codage d'un cas à 128 caractères. Moi je suis Mac, donc ça a migré sur les Mac, les petits Mac et puis les plus gros Mac. Le problème n'est pas là, mais j'avais par contre gardé le format. Alors c'est très clair, on parlera peut-être de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on se heurte à 2 problèmes sur un projet comme ça. Je pense que le projet dans son esprit reste complètement valide, mais il y a 3 freins, à mon sens, techniques. Le technique au sens large. Le premier frein, c'est qu'est-ce que je code, et même est-il nécessaire de coder. Et là je pense, moi j'ai pas les compétences, mais je pense que si l'ufologie voulait s'engager dans un projet de même nature aujourd'hui, bien entendu elle dispose de la puissance de traitement de l'information qui n'existait pas il y a 30 ans. Aujourd'hui on peut travailler sur la sémantique dans un texte en langage naturel, et donc je crois qu'il faudrait non pas coder, mais travailler, enfin ça n'empêche pas de coder certaines informations, mais je pense qu'il faut aller travailler avec des outils de beaucoup plus haut niveau dans le traitement de l'information sur les récits informatiques. Et en particulier, par exemple, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir comment un récit est pris par une source, ou fourni par un témoin, recueilli par un enquêteur, et puis transcrit par une première source, puis par une deuxième, puis par une troisième, et évolue éventuellement au fil du récit, ou bien selon le contexte dans lequel il est retranscrit, seulement certains éléments sont repris et d'autres sont enlevés, etc. Je pense que là, il y aurait un vrai travail de recherche, y compris de recherche académique, dans le domaine de l'ufologie. Donc ça, c'est le premier point, c'est le frein et le codage. Le deuxième, c'est l'immensité de la quantité d'informations disponibles. Donc dans Bécassine, moi j'avais les stats finales de Bécassine s'appuyaient sur à peu près 3000 cas. J'en ai aujourd'hui un petit peu plus, mais en fait ce chiffre doit pouvoir être multiplié aisément par 10 si on cherche à recueillir, non pas exhaustivement, mais disons à documenter de manière très riche les récits avec les mêmes limites, ce que j'ai dit tout à l'heure, de cas d'entité en contexte ufologique. Et puis le troisième verrou, qui à mon avis est le plus difficile à lever, c'est la mobilisation de bénévoles. Parce que, à moins qu'un ufologue un jour gagne l'euro million et dise je mets 10 millions pour lancer l'ufologie scientifique,
Et on va payer des gens sur contrat pour ce type de projet, allant chercher des gens compétents pendant 5 ans ou 10 ans, ce qui ferait avancer l'ufologie à mon sens, mais avec une méthode scientifique. Voilà, on a les mêmes limites qu'il y avait dans les années 50, 60, 70, 80, 90 qu'il y a aujourd'hui. Voilà, donc Bécassine, ça s'est traduit. Donc aujourd'hui, c'est des fiches sous format papier. C'est du codage informatique qui n'a plus beaucoup d'intérêt et c'est des rapports qui ont été faits au fur et à mesure de l'évolution du projet, plus quelques publications. Donc on va dire, moi j'ai 23 rapports, il y en a un que je ne dois plus avoir d'ailleurs, mais j'ai 23 rapports récupérés enfin, sous format numérique. Qui étaient pour la première moitié d'entre eux en phase de mise au point, de bêta, enfin on ne disait pas à l'époque je pense, mais de test bêta du projet, où même le codage évoluait au fil du projet, en particulier sur les notions d'indice d'information. Et puis la seconde moitié des rapports, c'était des analyses sur le contenu. Analyse à deux niveaux, une analyse purement objective et factuelle, documentaire on va dire, et puis une partie analyse-interprétation, c'est-à-dire interprétation de pourquoi les résultats statistiques sont comme ça et qu'est-ce que ça signifie. Voilà. Alors qu'est-ce que ça signifie en ufologie? Ça ne veut pas forcément dire est-ce qu'il y a un objet original, un artefact qui se déplace dans notre espace aérien, mais ça peut aussi vouloir dire pourquoi il y a plus de cas dans tel pays à telle période, et ça peut s'expliquer bien entendu aussi par des raisons qui sont totalement liées au contexte ufologique plus qu'au stimulus. Donc voilà, je prends une fiche Bécassine, c'est une fiche recto verso, donc j'en prends une au hasard là. Donc Angleterre, 11 mai 1976. Donc il y a la description, il y a tout ce qui allait être codé. Enfin, il y a un peu plus en général. Et puis le point important, c'est qu'il y a les références de ce cas-là. Donc ce cas-là, je l'ai trouvé dans FSR, Flying Saucer Review, dans Lumière dans la nuit 167, dans la revue des soucoupes volantes, dans Phenomenon de la Bufora, dans une coupure de presse de Celebrity, mais bien plus tardive, dans un bouquin qui s'appelle UFO Sightings et dans un numéro du Newphone. Donc ce cas complètement banal, d'une petite entité avec un chapeau de clown ou d'elfe là, j'ai 2, 4, 7 références sur ce cas. Donc voilà, ça c'est de l'information brute. Bien évidemment, il y a les références, donc la plupart d'elles, je les ai ici, mais sinon elles sont en tout cas localisées. Et on peut reprendre ce cas-là, comme les 3000 autres qui sont ici. Donc là, c'est simplement organisé par pays et par date. Pour aller faire le même boulot. Quel pays a le plus d'observations dans le projet Bécassine? Dans le projet Bécassine, c'est les États-Unis. Comme dans toutes les statues, je crois. Et puis après, la France est forcément surreprésentée par rapport à d'autres pays. Mais enfin, bon, les pays européens, Grande-Bretagne, Espagne, France, Italie sont documentés. Mais là, pareil, biais d'échantillonnage. Moi, je lis l'anglais, je lis l'espagnol, je déchiffre l'italien et le portugais. Je lis pas l'allemand ou le russe. Donc les cas russes, ils y sont pas. Et en plus, avant 89, les cas russes, il n'y en avait pas beaucoup. En tout cas, on en avait très peu. Donc là, il y a un biais d'échantillonnage. Donc en fait, le projet Bécassine recense tous les cas d'observation, documente, mais ne prend pas parti, reste neutre. Non, mais moi, par exemple, alors, on prend forcément parti involontairement, de façon inconsciente. Donc, par exemple, j'ai dit le critère. C'est une description d'une entité mise dans un contexte ufologique. Donc pour la plupart des cas, il n'y a pas de problème, mais pour tout ce qui relève des borderline, bedroom visitors, Mario, etc., parfois c'est moi qui ai dit, tiens, un tel l'a cité dans un contexte ufologique, donc je le prends, ou je le prends pas. Donc là, il y a un biais. Et sinon, il y a un autre biais, c'est que moi, les cas, j'avais une case dans le codage qui était expliqué, inexpliqué ou entre les deux. Donc c'est à un moment donné, à partir des sources que j'ai, qui disent c'est expliqué ou pas, il y a des cas qui sont controversés, donc là il y a un biais. Donc ça c'est les deux biais majeurs, mais j'appelle pas ça prendre parti. Je recueillais autant les cas inexpliqués que les cas expliqués. Voilà, donc ça est à la disposition. Alors je ne le laisserai pas partir, mais par contre c'est très facile à numériser. Donc, et il y a toutes les références dessus. Donc dans certains cas, même, je pense que les références débordent très largement de la fiche. Donc si je prends, je prenais Carouble tout à l'heure. Si je prends, il est où? La France, c'est
Voilà, 54, mais je sais plus, c'est septembre, 24 septembre ou quelque chose comme ça. Si je prends des cas très classiques, ben voilà, tiens, celui-là c'est un cas de Gironde. Ah non, ce nom c'est... Chabeuil. Voilà, par exemple, je prends ce cas-là, ça c'est un classique de 54. Oh oui, Chabeuil. Voilà, Chabeuil, voilà les références qui sont, et il y en a partout sur l'affiche. Mais bon, aujourd'hui, voilà, c'est un travail de 1978, et bien évidemment, on ne le ferait pas de la même manière aujourd'hui. Et puis Chabeuil, ça ne tient pas sur une fiche recto verso, mais aujourd'hui, on documente l'information différemment, avec des moyens qui n'existaient pas il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et maintenant, il y aura même des images satellites ou... Oui, mais voilà, on va le géolocaliser, enfin c'est pas compliqué, on met le cas sur une Google Map. Aujourd'hui, à prendre le dossier, il faut le faire différemment et il faut numériser systématiquement les sources. À l'époque, moi j'ai un scanner, à l'époque j'étais un des premiers à avoir un micro-ordinateur. Et est-ce que vous avez tiré des conclusions? Parce que là, vous avez, oui, vous moi avez résumé. des conclusions, c'est alors pardon, ça s'est arrêté parce que j'ai eu absolument pas par lassitude ni par désintérêt, mais parce que j'avais à l'époque en 95 et 96 des enfants plus petits, une vie professionnelle extrêmement prenante. J'ai toujours eu aussi d'autres loisirs que l'ufologie, qui à un moment donné ont pris le dessus. Voilà, donc c'est une évolution que je qualifierais de naturelle, sans qu'elle soit ni un rejet, ni même une déception. On m'a encore posé la question, j'étais en conférence professionnelle ces jours-ci, et des gens qui connaissent mon passé ufologique m'ont demandé où j'en étais, parce que j'ai souvent dit que je m'y remettrai à la retraite, c'est-à-dire bientôt. Je ne sais pas si je m'y remettrai parce que j'ai aussi d'autres loisirs extrêmement prenants, mais enfin voilà, rien n'est fermé. Donc Bécassine pourrait reprendre n'importe quand. Et Bécassine n'est pas la propriété de Denis Bresse, c'est-à-dire que un ufologue ou un groupe d'ufologues, alors sérieux, mais donc enfin, voilà, disons que je ne le donnerai pas à n'importe qui, qui souhaiterait s'impliquer dans cette démarche-là. Je mettrai clairement à disposition à la fois mon expérience et surtout et les données dont je dispose. Est-ce que le projet Bécassine a eu un lien avec le catalogue qui était sur papier qu'a fait Gilles Durand, l'Histocat? Non, je connais pas. Ah. Je crois que chacun fait son catalogue, elle le dit pas en fait. Non, mais moi j'ai publié. Alors Bécassine, il y a eu des comptes rendus et des bilans qui ont été publiés dans la revue Lumière dans la nuit aussi. Alors bon, chacun pense ce qu'il veut de Lumière dans la nuit, de ce que c'était, de ce que c'est devenu, etc. Et de ce que ce mais voilà, je sais même pas si ça existe encore. Ça existe, mais il cherche un successeur. Mais je suis plus abonné depuis quelques années. Joël Ménard m'avait proposé d'y publier certains des points que j'avais rédigés. Ces points avaient été diffusés en tout petit comité et je m'étais dit que ça pouvait être, même si je pense le lectorat moyen de Lumière dans la nuit n'était pas apte à comprendre ce qui était écrit dedans, ou friand de ce type d'informations ufologiques. Bon, ça a laissé une trace, c'est aujourd'hui à la Bibliothèque nationale je pense, et puis voilà, c'est quelque chose qui a été diffusé un peu plus largement que simplement dans un petit réseau de collaborateurs. Le lien avec les autres catalogues, on était dans le groupe, j'ai oublié de citer quelqu'un qui a joué un rôle majeur dans l'ufologie et qui était dans notre groupe, c'était Michel Figuet. Donc moi j'étais en correspondance très régulière avec Michel, et donc pour à la fois son avis, son expertise et puis les informations qu'il pouvait fournir aussi. Donc il y avait un lien avec le fichier, si j'ose dire, le catalogue Figuet Rencontres Rapprochées, et puis un certain nombre d'autres catalogues étrangers, Maurizio Verga par exemple en Italie, qui avait Itacat, Roberto Banks, je crois, en Argentine, qui avait aussi une grosse expérience sur les rencontres rapprochées en Amérique latine, et quelques autres. Voilà. Les noms me reviennent, pardon, ça fait très longtemps que je ne les ai pas prononcés. Donc c'était une entreprise qui était individuelle sans l'être, elle s'inscrivait dans un mouvement un peu collectif, dans un réseau. Et j'ai une autre question. Est-ce que Bécassine en poids informatique est important?
Non, c'est ridicule. Aujourd'hui, Bécassine, c'est une image. Juste une image en Bah oui, il y a kilooctets. 3000 K à 128 caractères, donc c'est rien. Et est-ce que le format est le même et il passerait sur... Euh, je pense que le Bécassine codé, je ne l'ai pas. Parce que j'ai pas. Les systèmes informatiques ont été complètement différents. Enfin, même pas les supports, mais même les supports, les fichiers de codage, etc. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai sur ma bécane, sur mon Mac actuel, je dois avoir un fichier Excel qui correspond d'une certaine manière plutôt aux ressources, disons, au cas référencé avec les références. Mais de toute façon, je pense que enfin, il peut y avoir, non, il n'y a même pas d'intérêt d'archivage. Pourquoi Pour deux raisons, je pense. La première, c'est que ce qui était codé était, à mon sens, extrêmement réducteur. Et la partie codée a été analysée, elle est dans les 23 textes digérés que j'ai fournis, que j'ai produits, dont je peux laisser copie, etc., qui eux restent, qui sont accessibles, sauf pour... Enfin, il y en a 24 en fait, et il y en a un que je ne sais plus localiser, dont je n'ai pas de trace là. Il faudrait que je recherche. Et ça, c'est digéré. Digéré, et il y a, comme je le disais tout à l'heure, d'une part une partie objective, d'autre part une partie subjective, donc celui qui veut garder que la partie objective la garde. Et deuxièmement, l'information brute sous format papier reste disponible, et aujourd'hui, à travailler, il faut recoder avec d'autres méthodes. Donc je pense que les bits représentés par Bécassine codé n'ont aucun intérêt aujourd'hui. Et sinon, par rapport au... Enfin, vous avez fait le projet Bécassine, mais est-ce que vous avez fait d'autres actions ufologiques qui peut-être étaient peut-être moins importantes que Bécassine? Oui, enfin c'était mineur. Bon, quand je participais aux conférences, alors Bécassine, j'ai vu aussi, je ne m'en souvenais pas. Il y a eu lors d'une des conférences internationales dont je parlais tout à l'heure, j'avais fait une communication sur Bécassine. Le contribution, je pense, j'étais dans un groupe qui pensait beaucoup, réfléchissait beaucoup à l'ufologie ou à ce que pourrait être l'ufologie ou ce que pourraient être les méthodes ufologiques. Et je pense que c'était des influences croisées de Thierry Benvidic, de Claude Mauger, de Jacques Scorno et de quelques autres. Et j'ai contribué dans ce cercle-là, très modestement, je pense, de manière symétrique avec les collègues, sans forcément que ça... voilà, j'avais pas du tout la production littéraire de Claude Mauger, par exemple, dans l'ufologie à ce moment-là. Et ça ne m'a jamais frustré. Sinon, j'ai eu l'occasion à deux reprises de mémoire, si c'est ce que vous voulez dire, d'aller sur le terrain parce que des témoins avaient signalé des choses, donc c'est des expériences qui m'ont, oui, marqué un petit peu, qui ont été documentées et transmises à l'époque dans les réseaux de témoignages auprès d'associations, etc. Mais ça n'a pas marqué l'ufologie. Et donc vous avez commencé par le groupe Véronica, mais vous êtes, on va dire, vous étiez autour de personnes qui ont fait des associations du côté de l'ufologie parisienne. Oui, enfin Véronica, moi j'étais à Nîmes, donc entre 1960 et 1977, donc 73-74, le groupe actif s'appelait Véronica, que j'ai contacté mais je n'ai jamais adhéré. Puis en région parisienne, le réseau d'ufologues était informel, donc moi j'étais un lecteur acharné de Lumière dans la nuit, d'OVNI-Présence, enfin des revues majeures françaises. J'en recevais quelques autres parce que Bécassine, j'ai changé, donc je recevais un certain nombre de revues françaises et étrangères. Mais oui, nous avions choisi d'être informels, c'est-à-dire il n'y avait pas d'association autour de... le SAU s'est créé, mais avec une vision totalement différente, enfin, avec un objectif d'archivage et plutôt historique. Ah oui, j'oubliais aussi dans le petit réseau, quand même, il y avait Pierre Lagrange, quand même, qui, à mon avis, a réussi à être, à ma connaissance, le premier Français qui pouvait, non pas vivre de l'ufologie, mais allier
sa passion de jeunesse et son métier. Qu'est-ce que vous pensez du saut? Non, mais moi je veux bien signer une convention. Le saut, moi je pense que c'est là ma nouvelle passion. Une nouvelle passion pour des raisons personnelles, etc. C'est la généalogie. Je me suis lancé là-dedans il y a 1 an et demi. C'est hyper addictif et je m'aperçois de la richesse des archives. Voilà, la réponse est là. Et j'ai des documents de 1670 et les gens qui les ont écrits ne s'imaginaient pas que d'autres les trouveraient utiles 3 siècles plus tard. Et puis ici, quand je suis arrivé sur Bordeaux, je me suis lancé dans des associations de quartier, etc. On a fait un journal de quartier, il était à la Bibliothèque nationale depuis le numéro 1 ou 0, et on en est au numéro 60. Ça n'a aucun intérêt, sauf que peut-être dans 2 siècles, il y a des gens qui se diront, tiens, comment vivait-on dans un quartier périphérique de Bordeaux Ouais, surtout ceux qui font de la géographie périurbaine voilà. ou autre. Donc stocker l'information en étant, je dis moi, je pense neutre, stocker de l'information, ça ne peut être qu'utile. Voilà. Votre expérience terrain, c'est-à-dire d'aller voir des témoins ou autres, ou même de chercher, de faire même le projet de Bécassine, même si c'est pas trop de l'expérience terrain, c'est l'expérience en général, qu'est-ce que ça vous a apporté sur un point de vue personnel? Mais moi je vais parler d'expérience terrain, alors elle est absolument pas conventionnelle, je suis pas du tout un ufologue de terrain, mais je me souviens bien des deux cas sur lesquels, non, 2, 3 d'ailleurs même, sur lesquels je suis intervenu. Ça y est, le troisième me revient. Alors, je les résume brièvement et je dis pourquoi ça m'a intéressé. Alors, les 2 premiers, c'est peut-être pas dans l'ordre. Les 2 premiers, c'est en région limoise, donc j'avais à peine 20 ans, j'étais vraiment un jeune garçon. Premier cas, c'est un village qui s'appelle Galician, près de Vauvert. Donc il y a je pense une brève qui était parue dans Midi Libre, le journal local, dont j'avais contacté la famille de témoins et j'étais allé les voir en leur demandant si ça... En fait, le phénomène était probablement lié à des phénomènes électriques le long d'une ligne aérienne, mais ça m'avait marqué et je ne l'avais pas du tout interprété, enfin je ne l'avais pas forcément interprété comme ça, parce qu'il y avait dans la famille 2 témoignages, je crois me souvenir la mère et la fille, qui décrivaient des choses qui se ressemblaient mais qui étaient différentes. Et dans les 2 cas, c'était, on va dire, une sorte de forme, disons, de forme sombre, entourée ovale, horizontale, à quelques mètres d'altitude, et entourée, alors pour l'une, d'un ensemble de faisceaux qui partaient de la forme, rouge et vert je crois, et qui se dirigeaient vers l'extérieur, un faisceau lumineux. Et pour l'autre, autour de cette même forme sombre, de boules de lumière rouge et verte et qui partaient. Voilà. Donc il y avait une différence dans la description du phénomène. Et il y avait alors c'était interprété dans un contexte ovni très clairement, et j'y étais allé parce que c'était interprété dans un contexte ovni et que ça m'intéressait. Et le phénomène était à une distance qui était évaluée à, je ne veux plus dire de bêtises, mais disons de l'ordre de plusieurs dizaines de mètres, mais à portée humaine. C'était pas un phénomène aérien à distance indéterminée, et c'était dans le voisinage d'une ligne électrique, ce qui rend l'explication plausible. Mais ça m'avait intéressé par le fait que c'était confronté à des témoignages qui étaient où on voyait que les témoins ne s'étaient pas concertés pour dire la même chose. Le second m'avait marqué pour une raison très différente, c'était aussi en banlieue nimoise. Et là c'était un phénomène aérien qui était clairement une méprise avec une planète ou une étoile, mais ça m'avait marqué parce que c'était une famille, et je ne savais pas que ça existait encore, où les adolescentes, vous voyez leurs parents. Mais donc c'est pour une raison totalement non ufologique que ça m'avait marqué. Le troisième m'a marqué beaucoup plus fortement, alors je l'ai recueilli, alors le premier avait dû être envoyé à Lumière dans la nuit, les 2 premiers, et le troisième a été envoyé à Omniprésence, je crois qu'il n'a jamais été publié, et c'était ici à Bordeaux, au début où j'habitais ici, on fréquentait un couple on va dire, d'intellectuels, qui étaient parents, collègues de classe de nos enfants, camarades de classe, et la mère nous avait fait part d'un témoignage alors qu'elle était chez elle, donc dans un appartement près d'ici, sur la commune de Pessac. Par la fenêtre, a vu arriver un triangle
typiquement l'OVNI belge. Alors c'était après la vague belge, hein, bien après la vague belge. Et elle n'avait absolument pas de culture ufologique au sens lecture de revues, etc. Elle était très loin de ces phénomènes-là, mais elle savait que je m'y intéressais. Volant à basse altitude, avec des lumières sous le dessous, alors je ne sais plus si c'était 3 ou 4 avec une lumière au centre. Avancer vers elle dans une direction parfaitement déterminée. Et c'est un appartement, donc c'est un immeuble à plusieurs étages, mais c'est un appartement avec des fenêtres des deux côtés du bâtiment. Et donc elle a vu l'OVNI arriver quasiment au zénith jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le percevoir. Et elle a traversé son appartement et elle a vu l'OVNI poursuivre sa trajectoire de l'autre côté, toujours à la même vitesse. Et elle était clairement, enfin, c'était clairement pour elle pas un avion. Elle était clairement incapable de l'interpréter en termes conventionnels. Et elle n'en rajoutait absolument pas sur la nature, l'originalité, le caractère exceptionnel. Elle avait vu quelque chose qu'elle ne pouvait pas interpréter. Et bon, moi j'ai recueilli ce témoignage avec les mesures, les angles, les vitesses angulaires estimées, voilà ce que je pouvais faire. Et avec les éléments tangibles que me donnait le témoin, j'étais totalement incapable de le décrire en termes conventionnels et j'ai transmis sans plus d'informations et il a dû se noyer dans les fichiers d'omniprésence. Je ne sais pas s'il a été publié, je ne me souviens plus, mais moi je dois pouvoir dans mes cartons en retrouver la trace. Voilà. Enfin, en tout cas, je sais localiser le témoin aujourd'hui. Et le fait de rencontrer ces témoins, ça vous a apporté quoi personnellement? Là, rien. Ça m'a. Alors j'étais, je pense, plus dans une phase très active de l'ufologie déjà à cette période-là, pour le dernier. Bon, je suis vaguement l'actualité ufologique et donc je sais qu'il reste plus grand chose de la vague belge. Mais là on était à Petit Rechin, mais il n'y avait pas de trucage, quoi. Donc je pense que ça, à un moment donné, ça fait une piqûre de rappel en se disant tiens, mais ça reste bizarre, il y a sûrement des choses. Alors bien sûr, tout le monde est imprégné. C'était sans doute le cas déjà dans les années 70, mais aujourd'hui tout le monde est complètement imprégné d'une culture populaire. Et donc tout le monde a vu des ovnis et tout le monde a vu l'ovni belge quelque part et d'autres ovnis, mais donc aucun témoin n'est vierge, bien évidemment. Que pensez-vous de l'ufologie actuellement? Alors j'ai du mal à... Enfin je répondrai pas parce que je la connais pas. Je ne vais pas, par exemple, je pense qu'aujourd'hui Internet est la première source d'information, donc je ne vais pas du tout, je surfe pas sur les sites ufologiques quels qu'ils soient, donc je ne sais pas ce qui s'y dit, je surfe encore moins sur les forums. Et les seuls contacts que j'ai, c'est par le biais du réseau EuroUFO. Là, ça me semble être une démarche intéressante, mais c'est une démarche de club, c'est-à-dire qu'elle ne s'adresse pas à... Alors, elle ne s'adresse pas à la foule, on va dire, et elle ne cherche pas à convaincre. Elle est beaucoup plus dans une démarche je crois, telle que je l'aperçois, j'essaie de continuer à stocker de l'information, la croiser, la valider, aller chercher des gens qui sont au plus près. Et ça, c'est quand même aujourd'hui une des avancées majeures en termes de communication, de l'information. On peut, dans la journée, on peut dans la journée avoir 3-4 échanges avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, et s'il dort pas ou si on dort pas, et croiser, valider l'information. Et aujourd'hui, ça s'est permis. Maintenant, moi, mon métier, il est dans le domaine de la science, c'est ma profession. Ce que je regrette, c'est que à aucun moment, la communauté, mais alors je ne sais pas s'il faut dire la communauté scientifique ou la communauté ufologique, disons ces deux communautés n'ont su se croiser pour faire de l'ufologie un domaine. Alors quand je dis scientifique, j'inclus là-dedans les sciences dites molles, hein, du journalisme au folklore en passant par la sociologie, etc. Disons tout ce qui requiert de la méthode. N'ait su se structurer
pour faire avancer collectivement les choses. Je pense qu'aujourd'hui, dans le fond du problème et de ce qu'on sait de la question de l'OVNI, on n'en sait guère plus qu'en 1954. Alors on en sait beaucoup sur la manière dont l'ufologie s'est construite en 60 ans ou en 70 ans, mais sur ce qui au départ était l'objet d'études, c'est-à-dire le phénomène raconté par les témoins lui-même, je crois qu'on en est à peu près au même point, à se poser le même type de questions, avec en plus, hélas, guère plus d'espoir sur la manière de faire avancer les choses pour les 60 ans à venir. Donc pour faire bref, j'ai l'impression qu'on tourne quand même un peu en rond parce qu'on n'a pas de méthode et qu'il y a... Alors, il n'y a pas de méthode et il n'y a pas accord sur la méthode. Pas d'accord sur la méthode parce que de tout temps, il y a eu une différence de vision entre les différentes chapelles de l'ufologie, entre les tenants des Boulons et puis d'autres. Mais c'est pas ça le cœur du problème, c'est qu'on n'est pas structuré. Je pense que dans toute démarche scientifique, le propre, c'est d'avancer. Voilà. Il y a des domaines dans lesquels j'ai l'impression qu'on peut avancer parce que des paradigmes se développent et c'est à partir d'un paradigme existant qu'on peut le faire évoluer et qu'on peut avancer dans une direction, trouver de nouvelles choses, faire des hypothèses, les tester, les valider ou les infirmer et en faire d'autres et avancer dans une direction donnée, sans préjugés. Et puis il y a des domaines dans lesquels on n'est pas capable de faire ça. Alors je ne vais pas faire de procès à la psychanalyse par exemple, mais il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas avancer parce qu'on ne s'appuie pas sur le passé pour créer une communauté de pensée qui fait qu'on a des bases tangibles. Alors ça a sans doute été un peu pour une raison de mon éloignement, on va dire, de ma distanciation par rapport à l'ufologie, mais je pense que c'est pas intrinsèque à l'objet ufologique. Je pense que très sincèrement, ça peut se faire. Mais aujourd'hui c'est plus compliqué. Enfin, il faudrait soit une volonté de certains pouvoirs publics, ce qui aujourd'hui, ça c'est vraiment de la science-fiction, plus que les ovnis, parce que les pouvoirs publics aujourd'hui, je pense qu'ils ont bien d'autres priorités que de doter l'ufologie de moyens de se structurer pour avancer, avec des professionnels, des amateurs éclairés ou quoi que ce soit. Il faudrait des moyens, voilà. Donc il faudrait un mécène ou un gagnant d'euro million. Ensuite, quels conseils donneriez-vous aux futurs passionnés, ufologues, qui rêveront dans 10, 20, 30, 40 ans, voire plus? Avec le recul, puisque l'ufologie n'avance, à mon avis, pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu, moi, d'avancer. J'ai pas entendu de message qui me disait, tiens, on a trouvé un truc phénoménal et on en est certain. Donc, je pense qu'on est en train de se rapprocher lentement de ce qui est arrivé sur les tables tournantes au 19e siècle. Où aujourd'hui, il y a encore un résidu de personnes qui s'intéressent aux tables tournantes, mais enfin, on n'a pas objectivé beaucoup de choses là-dessus, sinon que des personnes très intéressantes et très cultivées ont pratiqué, étaient passionnées, ont sans doute fait avancer à un moment donné la réflexion, mais bon, point final, ça a un intérêt historique. Et en tout cas, voilà, même aujourd'hui, ça pourrait être extrêmement intéressant de s'intéresser aux tables tournantes, au sens du fait historique, culturel, parce que c'est des gens qui sont en relation, qui s'intéressent à un phénomène et qui ont mesuré, vu, expérimenté. Donc l'ufologie, aujourd'hui, demain, je pense que ça reste, dans tous les cas, pour quelqu'un qui a la passion quelque part dans ses gènes, un terrain potentiel de développement de passion. La question c'est, est-ce que ça sert à quelque chose, On peut être passionné par le théâtre, la course à pied, la philatélie ou plein d'autres choses. C'est un peu le cas pour moi, d'ailleurs, pour tous ces trucs-là. Mais ça ne sert pas forcément à grand-chose à la communauté. En tout cas, il y a un intérêt personnel. Donc la première chose, c'est si ça te plaît, fais-le. En te disant que a priori il n'y a pas déjà, moi ce que j'ai vu dans l'ufologie, c'est qu'il n'y avait pas de frontière entre les diplômés et les non diplômés pour faire de l'ufologie. Je crois que, alors je le dis d'autant plus que moi je suis diplômé à Bac plus 8 et que j'encadre des Bac plus 8, donc j'ai pas de complexe par rapport à ça, contrairement à certains ufologues non diplômés. Il n'y a pas de frontière parce que ce qui compte c'est la compétence qu'on met dans l'ufologie. Et la compétence qu'on met dans l'ufologie, c'est pas une compétence de discipline, puisque l'ufologie, c'est pas une discipline. Et si ça en était une, on ne sait pas laquelle c'est.
Mais on peut être compétent, on peut utiliser des méthodes performantes, pertinentes, adaptées, dans le recueil de témoignages, dans le transfert d'informations, dans l'informatique, dans la psychosociologie, dans la physique nucléaire, pourquoi pas. Voilà, dans des domaines extrêmement divers aujourd'hui et contribuer. Moi, je sais, dans les années 50, ils s'amusaient à certains essayer de développer des réflexions sur le mode de propulsion des ovnis par l'antigravitation ou je ne sais quoi. Alors bien entendu, la plupart de ces choses-là, aucune n'a été validée et la plupart paraissent a posteriori des idées délirantes, mais ça n'empêche pas quelqu'un de compétent dans le domaine de s'attaquer à cette question-là et ça l'amènera peut-être ailleurs d'ailleurs. Mais voilà, l'ufologie en tant que telle peut déjà être le support de tous ces champs d'activité de la pensée humaine. Déjà en ça c'est intéressant et moi ce que j'y ai trouvé de richesse justement c'était cette fertilisation croisée de gens venant d'origines extrêmement diverses. Je ne les citerai pas, mais un enseignant de maths de lycée, un enseignant de philo de lycée, un employé SNCF, un fonctionnaire de l'UNESCO, etc., qui se retrouvaient ensemble pour parler d'OVNI et qui le faisaient tous avec leurs compétences et leurs méthodes. Et pour d'autres, avec leur incompétence, leur mauvaise foi et leur manque de méthode. Voilà, et voilà, c'était ça, l'ufologie il y a 30 ans, et aujourd'hui je pense que ça doit ressembler. Je ne sais pas s'il y a plus de méthodes et plus de compétences, mais voilà. En tout cas, c'est intéressant. Mais bon, après, c'est à chacun de choisir où il veut gaspiller son temps. Voilà, moi, je l'ai gaspillé, mais voilà, je l'ai passé là un bon moment. Et c'était pas du temps perdu, pour moi. Pour vous, qu'est-ce que serait l'ufologie utopique ou idéale? Bon, alors, le monde ne se ramène pas à l'ufologie, déjà. Donc, je pense qu'il faut penser à l'ufologie. Comme vous avez dit, mais il manque de la méthodologie. Déjà, oui. Il y a un non, point. Mais ce que je veux dire, c'est que je focalise pas sur les ovnis ou l'ufologie. Enfin, déjà, une ufologie idéale, c'est une ufologie qui n'est pour personne le centre de sa vie. Sinon, on est dans le délire. Ensuite, c'est une ufologie dans laquelle on est capable. Alors, elle est complètement idéale ou utopique, pour des raisons techniques principalement, je pense, et de moyens. Donc, dans laquelle on dispose de moyens raisonnables qui permettent de développer une activité professionnelle, pourquoi pas enseignable, et pourquoi pas diplômante. Vous voyez, je suis vraiment dans l'utopie. Donc multiculturel, multifonction, dans lesquelles on va faire de la topographie, des maths, de la mécanique, de la sociologie, etc. Et où ces gens-là vont travailler ensemble pour produire un corpus de connaissances. Voilà, une fois que j'ai dit ça, alors elle pourrait être associative, bien sûr, ou soutenue par les pouvoirs publics, mais ça veut dire qu'il y a des gens... Alors, moi, je ne pense pas que ce soit le pire. Enfin, il peut y avoir des gens... On dit un frein, c'est que des ufologues qui pensent différemment ne peuvent pas travailler ensemble. Moi, je suis persuadé que non. Pour que les gens travaillent ensemble, il faut qu'ils trouvent un intérêt commun. Voilà. C'est pas forcément qu'ils pensent pareil, mais s'ils ont un intérêt commun, on peut être ensemble sur le même bateau, pas pour aller chercher la même chose, mais parce qu'on va au même endroit. Et certains vont aller, je sais pas quoi, prêcher l'évangile et essayer de faire des chrétiens, d'autres récupérer de l'or, d'autres essayer de récupérer un peu de pouvoir, et ils sont tous sur le même bateau vers le nouveau monde. Hein. Donc, bon, alors ça n'a pas forcément été très brillant, mais... donc, bon, c'est complètement utopique parce que je ne vois pas ce qui pourrait, aujourd'hui, dans le contexte où il y a tellement de sujets d'intérêt potentiel, faire en sorte que ce collectif se crée. Dans le cadre du réseau Euro-UFO, il y a, je sais pas, 1 an ou 2, j'ai relancé un tout petit débat sur la notion de catalogue, parce que je pense qu'aujourd'hui, la communauté, par exemple, ne dispose pas d'un catalogue de cas. Je vais prendre un exemple très simple de quelque chose qui pourrait être fait par la communauté. Aujourd'hui, avec les moyens, je prends Bécassine. Un collectif se saisit, un collectif c'est 3-4 personnes bien intentionnées et qui ont du temps disponible, se saisit de la base telle qu'elle existe, la documente dans un mode collaboratif sur Wiki et ouvert pour que les contributeurs potentiels,
bien sûr, c'est un domaine dans lequel la modération est essentielle, viennent enrichir, documenter, et c'est ouvert à tous. Et c'est ouvert avec, on va dire, un comité de labellisation, on l'appellera comme on voudra, un comité scientifique, etc., qui respecte un certain nombre de critères écrits comme on le fait dans des revues scientifiques, ce qui ne garantit pas tout, hein, mais en termes d'objectivité. Mais une production collective, voilà. Une production collective de la communauté ouverte à tout le monde. Aujourd'hui, à ma connaissance, ça n'existe pas. Et ça, c'est de la petite utopie. Je pense que ça, c'est complètement faisable. Il faut 5 personnes bien intentionnées. Suite à l'interview, il y aura... Oui, mais dans EuroUFO, j'avais un peu lancé ça comme idée et il y a eu 2 réactions. Alors que le réseau, il doit y avoir 150 personnes. Ça veut dire que les gens considèrent, y compris les ufologues historiques, considèrent que c'est pas prioritaire. Voilà, typiquement, ça, je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens techniques en tout cas, de faire ça très simplement, alors que c'était pas possible il y a 30 ans. Hein. Donc on peut partir très léger, on part avec 10K, 15K, on documente. Alors bien entendu, il faut une réflexion collective en amont. Hein. Comment on structure l'information, qu'est-ce qu'on met à disposition, comment on valide ou on invalide, etc. Mais il y a des domaines voisins, non, des domaines, on va dire, de même nature, dans lesquels ce type d'information est produit, où on fait des catalogues de choses. Moi, je travaille dans le domaine des structures, par exemple. Il y a des gens qui font de la documentation sur les bâtiments, les ponts, etc., qui se sont effondrés. Et c'est une démarche collaborative. C'est-à-dire que quelqu'un vient mettre un cas, un autre l'enrichit, le corrige, rajoute des sources, etc. Et bien entendu, il y a un comité qui veille à ce que ce truc-là se fasse proprement, respectant un certain nombre de règles. Eh bien, on pourrait parfaitement avoir ça, sans chercher un label, sans chercher à être meilleur que les autres. De façon, les gens, moi je pense que les gens qui ont besoin de l'information propre savent la chercher. Donc si cette information existait, elle serait accessible par les gens qui en auraient besoin ou qui y trouveraient de l'utilité. Je dis pas par... Il n'y a pas besoin de se targuer d'un label ou de quoi que ce soit. Il faut construire et mettre à disposition. Ça, je pense que la communauté pourrait le faire. Alors derrière, c'est quelques dizaines de milliers d'heures de travail. Voilà. Donc le frein, il est là. Donc trouver un ensemble de N personnes qui ont chacune quelques centaines d'heures de travail à faire. Mais le travail collaboratif, aujourd'hui, Internet le rend possible. Et il le rend possible avec hors des frontières. Donc on pourrait parfaitement penser ça tout de suite à une échelle internationale. Ça nécessite juste de la méthode scientifique, enfin de la méthode de l'organisation, une discussion sur le pourquoi et le comment, et une mise en œuvre qui est extrêmement légère, qui nécessite simplement des gens compétents et disponibles. Mais les jeunes, ils pourraient le reprendre, parce qu'en ce moment, les jeunes refont exactement ce que les anciens ont fait, comme il y a les opérations sur I4, surveillance du ciel, qui existent depuis 2005, et pour avoir été une fois le coordinateur, envoyer tous les SMS on avait mal au pouce à force, parce qu'à l'époque, c'était pas tactile, c'était les touches. Et maintenant, ils envoient tout par Twitter, c'est encore mieux. Mais c'était une bonne aventure, et puis depuis ils ont envoyé aussi un ballon dans la stratosphère. C'était au mois de janvier, c'était pas loin, c'était dans le Gers qu'on l'a envoyé. L'aspect collaboratif, je pense que c'est aujourd'hui une force qui c'était pas possible de la même manière. Quand il fallait envoyer un truc, attendre 3 jours la réponse, puis le renvoyer, faire des enveloppes pour arroser la population. Aujourd'hui, tout est possible et on peut mettre l'information directement d'un clic en ligne. Moi, je le vois, là, je fais de la généalogie, c'est phénoménal. On développe dans son coin, on échange par mail avec les gens, puis quand c'est prêt, on met en ligne et ensuite on arrose et n'importe qui peut aller chercher, valider, confirmer, enlever. Voilà. Aujourd'hui, les outils nous permettent de faire ça. Maintenant, il n'y a pas forcément ni les compétences derrière, ni la volonté. Et puis, ce qui est Internet, ce que ça a permis pour ce genre de projet, c'est que tout a été financé par les gens sur le net. Il y a eu une demande de dons, et puis les gens, ça les a intéressés. Non, mais là, les dons, s'il s'agissait de développer une base de données, de cas, etc., le coût, c'est le temps passé. C'est le temps passé, donc ça repose forcément sur le bénévolat des codeurs, parce que c'est du temps de codage, de documentation. Typiquement aujourd'hui, il faudrait le penser différemment. Quand je dis codage aujourd'hui, tout à l'heure je disais c'est nécessairement plutôt de l'exploitation au niveau texte qu'il faut faire. Donc ça pose plein de questions. C'est qu'est-ce qu'on cherche. Voilà. On va analyser un texte pour faire quoi? Pour voir quoi?
hein. Donc là, derrière, il y a toute une logique de stratégie scientifique qui est à établir, qui aujourd'hui, il n'y en a pas du tout... enfin, je pense qu'il n'y en a pas d'ébauche. Hein, donc ça serait, là, il y a une vraie réflexion scientifique, ufologique à construire. Si j'ai, je sais pas, moi je prends Marius de Wilde à Carouble, donc ce cas-là ne sera jamais éclairci, je pense, mais ça peut être intéressant de le documenter, d'avoir les 3000 références qui parlent de ce cas, de les mettre à disposition sous une forme organisée, donc derrière il y a la notion de gestion documentaire, et d'organisation de cette gestion. Et une fois qu'on a ça, comment est-ce qu'on peut gagner un niveau dans la connaissance en analysant ce contenu? On peut dire, ce qui m'intéresse chez Marius de Wilde, c'est juste revenir au témoignage originel et l'analyser. Je dis, si on s'intéresse à l'ufologie, ça c'est extrêmement intéressant et je vais l'analyser tout seul ou en liaison avec ce qui s'est passé en 54 ou d'autres phénomènes où il ressemble à d'autres cas, etc. Je vais tracer des parallèles et ça, j'ai aujourd'hui des outils dans la science qui permettent de faire ce genre de choses. Ou bien je m'intéresse aussi au corpus documentaire correspondant à l'ensemble de ce cas que je peux mettre. Il n'est pas sur Gallica, il n'est pas... Voilà. Je peux choisir de développer un espace où cette information est de manière permanente accessible à tout le monde et je réfléchis aux outils de traitement de cette information-là. Là, il y a, je pense, un gros défi intellectuel. Qu'est-ce que je peux faire de propre, scientifique, qui me permette de gagner un niveau de connaissance? On a coutume, moi j'ai un collègue qui travaille sur l'information et la modélisation de la connaissance, et il a coutume de dire il y a 3 niveaux. Hein. Il y a un niveau, c'est la donnée, le deuxième niveau c'est l'information, et le troisième niveau c'est la connaissance. Donc en ufologie, je crois qu'on croule sous la donnée, brute. Voilà, un tel a vu un truc, c'est une donnée. Une information, donc elle vient à... Elle circule, etc. Elle gagne de la valeur parce qu'elle est contextualisée, c'est rattaché à un phénomène ovni, etc. Et puis la connaissance, qu'est-ce que ça me permet de faire et en quoi je progresse. Et alors là, entre information et connaissance, en ufologie, on n'a jamais franchi le cap. À mon avis, on sait très peu de choses. On a énormément de données, énormément d'informations et très peu de connaissances. Si jamais quelqu'un dans un champ ou ailleurs voit une trace, ou voit un ovni s'opposer et qu'il laisse une trace, qu'est-ce qu'il doit faire et ne pas faire? S'il voit ou s'il dit qu'il voit? Enfin, si quelqu'un voit quelque chose, un objet au sol, hop, il voit une trace après qui reste. Okay. Ben, je sais pas, moi, je vais dire, s'il a vu les experts à la télé, ben, il va faire pareil. C'est-à-dire qu'il va... premièrement, alors s'il est en France, il va appeler le GEPON. Il va signaler. Non, je pense que la première chose à faire, c'est faire en sorte que ces choses-là soient préservées. Donc s'il en a les moyens, alors soit il peut accéder rapidement à quelqu'un qui va venir faire le boulot technique, soit il peut pas. Donc s'il peut pas, ben, ce qu'il faut, c'est qu'il assure la préservation. Donc il met du rubalise autour et puis une couverture pour que la pluie n'affecte pas. Et puis après, il va prendre le temps d'aller chercher quelqu'un qui fait une couverture, disons un abri. Et après, ben, la trace étant préservée, je ne sais pas une trace, ce que ça veut dire, donc que va-t-on chercher? Est-ce qu'on va chercher, je réfléchis à voix haute, hein. Une trace, ça veut dire que le milieu tel qu'il était, tel qu'il est à côté, a été à cet endroit-là perturbé. Donc on ne cherche qu'une perturbation. Et je ne parle pas de l'explication de la perturbation, donc il faut d'abord qualifier la perturbation. On va la qualifier géométriquement. Donc ça, ben, il le faisait de tout temps. Hein. On va faire des moulages, enfin on va pas le faire tout de suite d'ailleurs, parce qu'on va pas faire un moulage aujourd'hui, on va faire du relevé scanner 3D, et on va documenter la forme de la perturbation. Hein. Ça va être facile, il suffira d'avoir 2 appareils numériques pour faire ça. On ne pouvait pas il y a quelques années, mais aujourd'hui on fait un relevé laser lidar et c'est très bien. Les géographes le savent, je pense. Et puis on va après regarder des perturbations telles qu'elles... Alors il faut savoir ce qu'on recherche comme perturbation. Donc je pourrais parler de perturbations physiques, mécaniques, des modifications de densité, mais il pourrait y avoir des perturbations électromagnétiques. Alors celles-là, elles évoluent dans le temps, donc peut-être qu'il faut le faire très vite. Je vais m'intéresser éventuellement aux perturbations biochimiques dans l'environnement, donc ça veut dire qu'il faut faire des prélèvements.
Donc dès que je fais un prélèvement, je perturbe. Moi aussi. Donc voilà, moi j'ai pas du tout réfléchi à ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont spécialistes d'abord en pédologie, par exemple. Donc je pense que si on voulait définir une stratégie propre, à supposer qu'elle n'existe pas, parce que peut-être que je suis en train d'inventer la boîte, mais dans un contexte OVNI, j'aurais envie de mettre autour de la table des spécialistes de géotechnique, de géophysique, ça j'en connais, de pédologie, spécialiste des sols, un géochimiste, et puis sans doute quelques autres spécialistes qui me diraient chacun, quand ils interviennent sur le sol pour voir quelque chose, donc une trace de quelque chose, dans tous les cas, d'un phénomène, d'une pollution, de ceci, de cela, comment ils font. Et puis j'essaierai de confronter ces méthodes en me disant vis-à-vis d'un phénomène de type OVNI incompréhensible, inconnu, etc., qu'est-ce que je suis susceptible d'observer de rémanent et dans quel sens je vais m'y prendre pour organiser la collecte de l'information. Donc j'ai pas de conseils à donner, je dis je mettrai un groupe d'experts qui élaborerait la méthode. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que pour vous l'histoire de l'ufologie est importante? Oui, tout à l'heure je parlais des archives, donc c'est pareil, hein, l'histoire. Alors moi je suis pas historien, j'en connais quelques-uns, y compris ici, mais bon. Alors l'histoire, un parce que c'est un témoignage, deux parce qu'on dit que ça permet d'éviter les conneries qu'on a fait ou que nos ancêtres ont fait. Ça j'y crois pas trop parce que des conneries on continue à en faire. Mais en tout cas l'aspect témoignage et culturel est toujours intéressant, donc oui, l'histoire de l'ufologie est intéressante. Est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant de faire une étude géo-ufologique? L'ufologie, à partir du moment où... Enfin, il y a deux choses. Soit on s'intéresse au stimulus et on essaie d'expliquer. On recherche, voilà, on s'intéresse au contenu de ce que disent les témoins et on essaie de trouver des raisons. Soit on s'intéresse au fait que les témoins disent et comment cette information circule. Donc on va dire quelque chose qui est plus dans l'ufologie traditionnelle, des démarrages de l'ufologie, ou telle qu'elle s'est orientée en France dans les années 80 et puis dans d'autres pays aujourd'hui représente une certaine école. Et à mon sens, elle ne doit pas empêcher l'autre. Et ça fait partie des dérives aussi de l'ufologie des années 80-90, en niant, en disant je suis nouveau ufologue par exemple, et ceux qui s'intéressent encore à ce que dit le témoin, ce sont vraiment des indécrottables, et ils ne méritent même pas d'être écoutés. Donc je pense que les deux, moi, ont un intérêt, et en tout cas on peut, en tant qu'individu qui veut faire de l'ufologie, choisir l'une des voies, ou l'autre, ou les deux. Donc je dirais, si je réponds à la première partie, par exemple, je dirais la géo-ufologie, elle peut avoir un intérêt. Il y a des gens qui ont travaillé et qui avaient des hypothèses, comme par exemple ceux qui s'intéressent au séisme, des lumières sismiques. Les gens qui sont sur Esdalen, c'est bien dans une logique aussi de relation possible, potentielle entre des phénomènes lumineux aériens et des propriétés des roches, la surface ou je ne sais quoi. Donc là, ça fait partie des intérêts potentiels de l'ufologie que d'être peut-être un révélateur potentiel de phénomènes rares, déjà, et d'explication de certains témoignages. Donc là, il pourrait y avoir quelque chose. Après, il y en a certainement d'autres pistes, ça c'est la première qui me vient à l'idée. Après, je ne sais pas si des propriétés morphologiques, par exemple, alors c'est à une échelle tout à fait différente, mais ça il y a un lien historique entre la géographie et les ovnis. C'est toute l'orthothénie, toute l'orthothénie, Bavick, etc. Bon, bien sûr, ça fait partie des fondements de l'ufologie historique, la fameuse ligne Bayonne-Vichy et les délires qui ont suivi. Alors je ne dis pas que Bayonne-Vichy était un délire, Bayonne-Vichy c'était des épingles portées sur une carte dans un contexte où on n'avait pas beaucoup d'autres moyens de spatialiser l'information et où la personne qui a fait ça n'avait pas forcément envisagé des méthodes statistiques pour regarder quelle était la pertinence de son travail. Mais ça peut être intéressant, effectivement, de regarder comment, géographiquement, des récits s'organisent spatialement. Il y a une autre ligne maintenant qui est apparue. Qu'on ait un regard, parce que alors après, c'est intéressant, l'organisation spatiale des récits, parce qu'elle permet
à la fois de garder possible l'idée d'un stimulus originel. Alors, je ne dis pas en ligne droite, hein, parce que les stimulus physiques, ils suivent les trajectoires qui veulent. Hein. Je crois que bon, c'est pas forcément la ligne droite, mais en tout cas, il pourrait y avoir des stimulus organisés spatialement, avec des densités plus fortes à certains endroits que d'autres, liés à je ne sais quelle propriété géographique, ou géomorphologique, ou géostructurale, etc. Et puis, si on est plutôt sur des alternatives d'explication de type rumeur, propagation sociale, etc., l'organisation spatiale est aussi essentielle. Voilà. Je lisais récemment, dans un contexte tout à fait différent, un bouquin sur la bête du Gévaudan. Très intéressant. Moi, je n'ai aucune connaissance sur le sujet. Je ne sais pas ce que tu penses de la bête du Gévaudan, si c'est de la rumeur ou s'il y a des faits derrière. Visiblement, il y a des faits historiques extrêmement bien documentés. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un monstre ou que c'est un bonhomme, ou etc. Voilà, après, les explications, les explications après sont autre chose. Moi, le gars qui écrivait le bouquin avait la géographie de la Lozère en tête. Moi, je ne l'avais pas. Il me manquait une carte pour, au fur et à mesure du récit, voir les déplacements potentiels des stimulus, que ces stimulus soient la parole et l'échange d'informations humaines, ou que ce soit un stimulus externe au témoin. Oui, l'organisation spatiale de l'information me semble utile, donc c'est plus que la géographie, enfin aujourd'hui la géographie contribue à ça, bien entendu, mais c'est tout ce qui est, on va dire, oui, organisation spatiale de l'information. Et je crois, comme toujours en ufologie, si on a l'esprit ouvert, si on n'est pas dogmatique, elle permet, c'est à la fois stimulant et décevant, elle permet de conserver les deux types de macro-explications. Il y a quelque chose ou il n'y a rien, quoi, au stimulus originel. Dans les deux cas, je pourrais, si je veux croire, et que je trouve quelque chose avec la géographie, je pourrais croire qu'il y a quelque chose, ou je pourrais l'expliquer par autre chose aussi, voilà, qui est humain et social. Ou vérifier aussi certaines théories qui ont été émises par le passé. Mais, comme par exemple, les ovnis et failles géologiques émises par Jacques Myrtin. Oui et non. Parce que là, on a d'autres problèmes. Alors là, je parle parce que moi, je travaille pas mal avec les outils statistiques. On a un autre problème. Alors celui-là, il est crucial et majeur en ufologie. Et quand tout à l'heure, je parlais de la naissance de Bécassine avec la discernabilité et l'indiscernabilité, c'est que prouver en statistique, d'abord, c'est pas possible. Ça n'existe pas, la preuve en statistique. Ouais. Il y a toujours une hypothèse faite qui est validée ou invalidée avec un niveau de confiance ou de certitude. D'accord ? Il n'y a pas la preuve. On est sûr à 95% qu'avec tel degré de confiance, alors. On ne peut pas vraiment savoir, c'est un peu... On a des présomptions plus ou moins fortes. Et ensuite, il y a... Alors ça, c'est l'aspect statistique, mais il y a un problème spécifique à l'ufologie, c'est que on n'a pas d'échantillon témoin. D'accord ? Donc on ne peut pas comparer, et discernabilité, expliquer, pas expliquer, l'idée c'était de construire un échantillon témoin. Et en ufologie, voilà, je m'intéresse à la corrélation entre failles et témoignages. Ça suppose quoi ? Ça suppose que, bon, les failles, je pense que le problème n'est pas là, je sais à une certaine échelle les documenter, les tracer, avec les macro-failles, etc. Enfin, voilà, je saurais faire ma cartographie, elle ne sera jamais complète, mais disons que ça sera très clairement, ça ne sera pas là le problème. Du côté OVNI, par contre, ben, c'est très différent. Parce que comment j'ai mon corpus de cas que je vais confronter à ma spatialisation de failles. Ce corpus de cas, il va dépendre de ma méthode de recueil d'informations. Et aussi savoir... Et ma méthode de recueil d'informations, elle va dépendre des canaux par lesquels l'information peut remonter jusqu'à moi. Soit je vais la chercher parmi les sources et je vais, inconsciemment ou pas, sans doute, biaiser un peu l'échantillonnage. Soit il y a des zones entières du territoire où le canal de remontée d'information n'est pas actif parce qu'il n'y a pas d'assaut local, parce que, etc. Et je vais aussi biaiser mon échantillon. Et donc, ça c'est un problème majeur dans toute approche statistique du phénomène OVNI. Donc il n'y a pas de territorialité en ufologie. De territorialité, c'est-à-dire des zones plus... il peut y avoir, je ne sais pas. Moi, parce que s'il n'y a pas eu d'association, s'il n'y a pas eu d'enquêteurs très actifs, oui, les témoins, on n'a pas l'info. Voilà, on n'a pas l'info. On n'a pas l'info, ça veut dire ou que alors le phénomène n'existe pas. Il peut y avoir aussi des ufologues qui brodent
Oui, mais bien Ça sûr, dans arrive. les deux sens. Dans les deux sens. On a des concentrations à certains endroits, dans le Var, à une période, dans les Alpes-Maritimes, il y avait des phénomènes inexpliqués toutes les nuits. C'est pas pour ça qu'il y avait plus d'ovnis qu'ailleurs. Mais simplement, il y avait voilà, des gens délirants qui s'étaient regroupés au sommet de certains de petits cols. Donc ça pose vraiment des questions méthodologiques qui, je pense, pourraient être traitées par la communauté, à condition qu'elle se dote, de l'envie de les traiter, et des moyens pour les traiter. C'est des problèmes qu'on affronte en science. Dans les sciences, on les affronte, ces problèmes-là. L'ufologie ne les a jamais affrontés. Mais on ne va pas comparer les moyens de la communauté ufologique aux moyens de la communauté, je sais pas quoi, des astrophysiciens. Je veux juste vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez que de faire ce genre d'interview pour les mémoires d'ufologie est important d'aller interviewer vous ou des anciens comme Francine Fauré ou le monsieur que je vais voir cet après-midi qui a 102 ans? Mais Francine, elle existe encore? Oui. Ben, Mais elle est en vous France. la saluerez de ma part parce que je me souviens Elle est très mal. Hein. de l'avoir visité rue de la Tombissoire. Ah oui, c'est bah ça c'est toujours ça, l'étage numéro... je ne saurais plus localiser, mais j'étais allé chez Là, le elle. vieil ascenseur, c'est le même. Hein, Pour moi, c'était l'ufologie historique à l'époque. C'était Eh bien, phénomènes spatiaux exactement. que j'ai là. Exactement, j'ai d'ailleurs filmé tout, la rue, avec le téléphone, la porte, l'ascenseur, chez elle, j'ai tout filmé. Parce que je sais qu'un jour, ça fera partie de l'histoire de l'ufologie. Chez elle, il y a toujours autant Oui, non, mais d'archives. bon, la hein. réponse est évidente. Donc voilà, je répondrai même pas. C'est oui, bien évidemment. Maintenant, je ne sais pas si moi je suis représentatif de quoi que ce soit et si j'apporte quelque chose au débat. Bah, comme je dis hier soir à la conférence, toute personne qui a fait un travail, même de courte durée ou de longue durée, est important. De n'importe quelle tendance. Parce qu'après, c'est l'ufologie sélective. Non, mais moi j'ai été dans une mouvance aussi. Donc je dirais à un moment donné, il y a un mouvement qui a été identifié comme je sais pas quoi. Alors moi, je n'ai jamais été, je pense. Enfin, si, forcément, par quelqu'un comme Joël Ménard, je devais être identifié. Et puis, j'étais le copain de Claude, de Pinvidic, etc. Donc j'étais forcément classé. Mais j'ai jamais été pris à partie comme étant doctrinaire d'un côté ou de l'autre. Mais j'ai bien vu cette période un peu charnière en France, où après Monnerie, les choses se sont un peu cristallisées. De l'intérieur. Je l'ai vu de l'intérieur. J'ai des comptes rendus manuscrits, enfin des notes prises, je ne les ai pas ouverts depuis longtemps, là, mais prises avec des discussions avec Claude Moget, ou avec Fillet, ou avec Scorno sur comment on construit un indice, etc. Il y en a des piles comme ça. Quoi. Bon, qui n'ont jamais été publiées parce que ça n'avait pas vocation à être publié, ça avait vocation à alimenter notre réflexion sur la manière de coder.